Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous ne l'êtes pas encore. Et si c'est sur d'autres réseaux sociaux, je suis très content de vous retrouver pour cette vidéo qui va nous intéresser sur ce qui pourrait révolutionner, changer complètement le foot mondial. Est-ce que l'Arabie Saoudite est capable de racheter tous les joueurs qu'elle a envie d'avoir dans son championnat? Avant, on aurait dit, oui, les plus vieux, ceux qui ont fini leur carrière, ceux qui vont aller en pension. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les clubs de l'Arabie Saoudite sont capables d'acheter tous les joueurs qu'ils ont envie d'acheter. D'abord parce qu'ils ont l'argent pour le faire, et puis aussi parce que le championnat devient de plus en plus attractif. Tout cela grâce à un public Investment Fund, le PIF, si on veut le prononcer à la française, le PIF, qui est un fonds souverain capable évidemment de générer des milliards et des milliards qui sont, eux, capables de bouleverser les équilibres du foot mondial. Alors, ce fonds souverain qui est dirigé bien sûr par le prince Mohammed bin Salman, possède déjà la majorité des clubs les plus importants du pays, les deux clubs de Jeddah et les deux clubs de Riyad, donc l'Al Nasser, l'Al Hilal, l'Al Ittihad et l'Al Ahly, des clubs qui ne sont pas très anciens, les plus récents, c'est 57 pour Al Nasser, 57 pour Al Hilal, les plus anciens, c'est l'Al Ittihad en 1927, et l'Al Ahly en 1937. Rien à voir avec les clubs européens qui, eux, sont nés il y a parfois 105, 115, 120 ans. Donc, c'est un football jeune, dynamique, qui a envie d'en découdre avec les énormes clubs européens qui, eux, n'ont plus, évidemment, les moyens de rivaliser sur le plan de l'argent. Est-ce que ce sera un feu de paille comme en Chine? Est-ce que ce sera un feu de paille qui va s'éteindre? Probablement que non, parce que tout ça s'inscrit dans un horizon 2030 qui n'est pas axé que sur le foot. Moi, j'ai été voir l'autre jour le projet d'une ville qui s'appelle, en Arabie Saoudite, The Line. The Line, une ville de 170 km de long, 200 mètres de large, 500 mètres de haut. Alors, je ne sais pas si vous et moi, on aimerait vivre dans une ville où il n'y a pas une voiture, où il n'y a pas une route, puisque, on n'a pas besoin, sur 200 mètres de large et 500 mètres de haut, avec une population au kilomètre carré de 260 000 habitants. Si on imagine que c'est possible, et c'est possible puisque cette ville est en train d'être construite maintenant, si on imagine que ce sont des choses qui sont opérationnelles et qui vont arriver à terme en 2030 à éclore, à exister, on se dit que c'est pas un stade à construire, ni une équipe à bâtir, qui va freiner les ambitions d'un pays de 40 millions d'habitants, avec un PIB énorme, qui le place à la 14e place mondiale, alors que la France est à la 27e place. Donc, oui, ils sont capables de révolutionner le foot mondial, évidemment. Alors, est-ce que c'est un bien? Est-ce que c'est un mal? Quelque part, quand les choses vont parfois très vite dans la vie, on peut se dire que c'est peut-être pas l'idéal, parce que la nature a besoin de temps, on a besoin de comprendre les choses, il faut que les choses s'équilibrent les unes avec les autres, et cette façon de faire extrêmement agressive, où on vient avec des dizaines de millions proposer des contrats mirobolants à des joueurs en les payant 4, 5, 6 fois plus que ce qu'ils ne gagnaient alors qu'ils étaient déjà très bien payés, c'est évidemment, quelque part, bouleverser les équilibres et bouleverser les finances de clubs qui sont généralement en Europe exsangues. Donc, besoin d'argent, les autres en proposent. Pour quelle raison? Garder en effet des joueurs comme Koulibaly, comme Benzema, comme Kanté, comme Verratti, comme Neymar peut-être, parce que tous ces joueurs sont tentés par les sirènes du prince bin Salman. Il est évident que quand on agite des dizaines de millions de salaires devant le nez de joueurs qui ont déjà gagné beaucoup d'argent, mais qui se disent qu'une carrière c'est court, que l'avenir il est là, juste à la portée de la main, et que donc pourquoi refuser autant de divine miséricorde, si on peut l'appeler ainsi. Voilà. Alors, aussi, il y a un truc très important. C'est qu'en 2025, il y aura la première Coupe du Monde de clubs. Alors, ok, il existe aujourd'hui une coupe annuelle qu'on remet entre les 6-7 meilleures équipes de la planète. Mais là, ce sera un championnat organisé comme la Coupe du Monde, tous les 4 ans, avec 32 équipes.
8 poules de 4, puis 16e, 8e, quart, finale, avec une somme colossale à gagner, plus importante que la somme à gagner dans la Champions League actuelle. Et dans ces 32 équipes, il y en aura 12 qui seront européennes, et toutes les autres seront des équipes qui viendront de toute la planète. Et donc, il se pourrait en effet qu'une équipe construite aujourd'hui, avec beaucoup d'argent, mais aussi beaucoup de talent, avec de vrais entraîneurs, avec des vraies structures, des vrais stades et une vraie mentalité foot, on pourrait très bien s'imaginer que cette épreuve sportive qui va passionner la planète engendre un champion du monde qui ne soit pas européen. Qui ne soit pas européen, vous vous imaginez ? Jamais, c'est quelque chose qui jamais n'aurait été pensé il y a à peine quelques années. Imaginez qu'une équipe asiatique, africaine puisse être championne du monde des clubs dans une compétition qui sera vue par des milliards de personnes. Ça justifie peut-être aujourd'hui que ce plan Horizon 2030 engendre des dépenses colossales avec des rêves colossaux, mais qui peuvent être en effet crédibles et atteints, puisqu'on met toutes les choses du bon côté. L'argent amènera les bons joueurs, qui amèneront les bons entraîneurs, enfin les deux se tiennent toujours, et le public qui est déjà là. Le public n'a pas demandé à regarder des matchs avec des superstars, il était déjà là pour des matchs locaux, des derbies entre Al-Nasser et Al-Hilal amenaient déjà 50, 60, 70 000 personnes. Donc le foot est une vraie religion dans un pays très religieux qui avait en effet un petit peu cadenassé le divertissement. Donc il restait à toute la jeunesse, à toute la jeunesse masculine, un endroit où se retrouver pour faire la fête, et c'était le stade de foot. Donc le foot n'a pas été considéré par ses puissances souvent très strictes et très rigoureuses comme un ennemi des valeurs de la société qu'il vivait. Et aujourd'hui encore, on s'aperçoit en effet que le foot est universel et va ouvrir probablement des passerelles entre des civilisations qui se regardaient un petit peu en chien de faïence, et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que je pourrais encore vous dire que j'ai oublié de vous dire ? Eh bien oui, le soft power, tout le monde en parle, mais c'est vrai que c'est plus facile de séduire une planète avec le foot que d'envoyer des bombes. Parce que je dis souvent aussi, on fait le reproche à ces pays de venir acheter. Mais n'oublions quand même pas que pendant une longue période, des pays ont été prendre les ressources et les richesses, non pas en achetant, mais en les pillant. Donc, qu'un pays vienne acheter très cher des richesses qui sont culturellement et anciennement occidentales, moi, j'ai rien contre. C'est beaucoup plus noble que de prendre et de ne pas payer. Voilà, mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, c'est une petite vidéo qui va nous faire réfléchir, mais il se pourrait en effet que les équilibres du foot changent, comme d'ailleurs, vous l'avez remarqué, les équilibres du monde, de la planète en général. À très vite. Ciao.